Bienvenue au Sahelia Link, les leaders du Nigeria, une saga épique. Ah, Nigeria, le géant de l'Afrique. Un pays avec une énergie, une culture, une musique, et oui, une histoire politique qui pourrait donner des cheveux blancs à un historien chevronné. Et croyez-moi, j'en ai vu des histoires compliquées. On parle d'une nation qui a navigué des eaux tumultueuses, des espoirs de l'indépendance aux réalités complexes de la construction nationale. Pensez-y, passer de la colonisation à la souveraineté, c'est comme apprendre à faire du vélo pour la première fois, sauf que le vélo est en feu, vous êtes sur une autoroute et tout le monde vous regarde. C'est un peu ça, le Nigeria post-1960. Alors, attachez vos ceintures, car on va faire un petit voyage dans le temps. Un voyage pour comprendre qui a tenu les rênes de ce pays fascinant. Bienvenue à notre récapitulatif des présidents et chefs d'État du Nigeria depuis 1960. Découvrons ensemble les leaders qui ont marqué l'histoire de ce grand pays africain. On va voir des figures emblématiques, des moments de triomphe, des périodes de défis intenses, et oui, quelques coups d'État. C'était un peu la mode à une époque, un peu comme les épaulettes dans les années 80, mais avec des conséquences légèrement plus significatives. Ce n'est pas juste une liste de noms et de dates, non. On va essayer de comprendre le contexte, les enjeux, les héritages, parce que chaque leader, qu'il soit en civil ou en uniforme kaki, et on verra pas mal de kaki, soyons honnêtes, a laissé une empreinte qui explique en partie le Nigeria d'aujourd'hui. Alors, préparez votre thé, votre café, ou peut-être même un petit quelque chose de plus fort si l'histoire politique vous stresse, et plongeons ensemble dans cette incroyable saga nigériane. C'est parti! N'oubliez pas de vous abonner à Sahelia Link pour ne rien rater de nos prochaines vidéos fascinantes sur l'histoire et la culture africaine. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le sage de la nation, Nnamdi Azikiwe, le premier président cérémoniel. Alors, imaginez la scène, 1960. Le Nigeria vient de dire au revoir et merci pour rien, ou presque à la Grande-Bretagne. L'excitation est palpable, l'air est chargé d'espoir. Et qui est là, au premier plan, pour incarner cette nouvelle ère? Nnamdi Azikiwe, affectueusement surnommé Zik of Africa. Un nom qui claque, n'est-ce pas? Un intellectuel, un journaliste, un panafricaniste convaincu. Il devient le premier gouverneur général représentant la reine, puis, avec la proclamation de la République en 1963, le premier président. Un rôle, il faut le dire, largement honorifique. C'est un peu comme être la mascotte d'une équipe de foot super talentueuse. Tout le monde t'aime, tu es sur toutes les photos, mais tu ne tires pas les pénaltys. Le vrai pouvoir exécutif, à cette époque, reposait entre les mains du Premier ministre, Sir Abubakar Tafawa Balewa. Azikiwe, lui, était le symbole de l'unité nationale, le visage rassurant de la jeune nation. Il devait essayer de maintenir ensemble un pays incroyablement diversifié, avec des centaines d'ethnies et de langues. C'était un peu comme essayer de faire tenir une salade de fruits géante dans un tout petit bol sans que rien ne déborde. Un défi colossal, surtout quand les ingrédients de la salade commençaient à se chamailler. Son rôle était donc plus celui d'un guide moral, d'un sage conseiller, que d'un dirigeant aux commandes de toutes les manettes. Pendant son mandat, le Nigeria a fait ses premiers pas en tant que nation indépendante, établissant ses institutions, sa politique étrangère et essayant de construire une identité nationale. C'était l'époque du premier plan de développement national, des premières universités nigérianes qui prenaient leur envol. Mais sous cette surface d'optimisme, les tensions régionales et politiques commençaient déjà à gronder, comme un orage qui s'annonce au loin. Le gouvernement civil d'Azikiwe et Balewa a jeté les bases, mais ces bases allaient être sérieusement secouées très vite. C'est un peu le prologue d'une pièce qui allait connaître de nombreux rebondissements. Le bâton de crocodile et le coup de tonnerre. Johnson Agui Ironsi. Et voilà, le premier rebondissement, à peine 6 ans après l'indépendance, en janvier 1966, le premier coup d'État militaire secoue le Nigeria.
C'est un peu comme si, après avoir enfin réussi à monter votre meuble Ikea, quelqu'un arrivait et le fracassait avec une masse. Le Premier ministre Balewa est assassiné, d'autres leaders politiques aussi. Et qui émerge de ce chaos? Le major général Johnson Thomas Umunakwe Aguiyi Ironsi. Un militaire de carrière, le premier Nigérian à diriger l'ensemble de l'armée nigériane. Il était connu pour toujours porter un bâton de parade avec un crocodile sculpté, d'où son surnom Iron Seed ou parfois le crocodile. Un accessoire qui en dit long sur le personnage, non? Aguiyi Ironsi prend donc les rênes, devenant le premier chef d'État militaire du Nigeria. Son arrivée au pouvoir est accueillie avec un certain soulagement par une partie de la population, fatiguée par la corruption et les violences politiques qui avaient marqué la fin de la Première République. On espérait que l'armée allait ramener l'ordre et la discipline. Ironsi suspend la Constitution, dissout les partis politiques et promet d'éradiquer la corruption. Son grand projet, c'était l'unification du pays. Il publie le fameux décret numéro 34 qui abolit la structure fédérale du Nigeria au profit d'un État unitaire. Une idée qui, sur le papier, pouvait sembler logique pour renforcer l'unité, mais qui va se révéler être une véritable poudrière. Vous voyez, dans un pays aussi divers que le Nigeria, touché à la structure fédérale, c'est comme jouer avec le feu. Beaucoup, surtout dans le Nord, ont vu cette décision comme une tentative de domination par les Igbos, l'ethnie d'Ironsi. Les tensions montent, les rumeurs circulent, et l'atmosphère devient électrique. Et malheureusement pour Ironsi, son règne sera de très courte durée. 6 mois à peine après sa prise de pouvoir, en juillet 1966, un contre-coup d'État éclate, mené par des officiers du Nord. Aguiyi Ironsi est arrêté et tué. Son bâton de crocodile n'aura pas suffi à le protéger. Une fin tragique qui plonge le Nigeria encore plus profondément dans la crise. Pour garder le Nigeria uni, Yakubu Gowon est l'ombre du Biafra. Après le chaos et la tragédie du contre-coup de juillet 1966, un jeune officier du Nord, le lieutenant-colonel Yakubu Gowon, se retrouve propulsé au sommet de l'État. Il n'avait que 31 ans. Imaginez un peu, à 31 ans, la plupart d'entre nous essaient encore de comprendre comment fonctionne la machine à laver, et lui, il se retrouve à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, en pleine crise existentielle. Gowon, un homme souvent décrit comme modéré et conciliant, hérite d'une situation explosive. Son premier geste est d'abroger le décret d'unification d'Ironsi et de rétablir la structure fédérale. Mais le mal était déjà fait. Les divisions s'étaient creusées à un point de non-retour. La situation dégénère rapidement. Les massacres de population Igbos dans le nord poussent le colonel Odumegwu Ojukwu, gouverneur militaire de la région de l'Est, à proclamer la sécession de sa région, qui devient la République du Biafra en mai 1967. C'est le début d'une guerre civile terrible, la guerre du Biafra, qui va durer près de 3 ans et faire des millions de victimes, principalement à cause de la famine. Gowon, lui, avait un mantra « To keep Nigeria, one is a task that must be done ». Garder le Nigeria uni est une tâche qui doit être accomplie. C'était son objectif principal et il y a consacré toute son énergie, dirigeant l'effort de guerre fédérale. La guerre du Biafra est une page sombre et douloureuse de l'histoire nigériane. Les images d'enfants affamés ont fait le tour du monde, alertant l'opinion publique internationale. Finalement, en janvier 1970, le Biafra capitule. Gowon se montre alors magnanime dans la victoire, déclarant qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il lance un programme de réconciliation, reconstruction et réhabilitation pour essayer de panser les plaies. Pendant les années qui suivent, le Nigeria connaît un boom pétrolier et Gowon promet un retour au pouvoir civil, mais il tarde à mettre en œuvre cette promesse, ce qui finira par lui coûter cher. Son règne, marqué par la guerre, est aussi celui d'une tentative de reconstruction d'une nation profondément divisée.
Chapter 4. Le vent du changement, stoppé net, Murtala Mohamed. Après 9 ans au pouvoir, Yakubu Gowon est renversé en douceur, sans effusion de sang, en juillet 1975, alors qu'il assistait à un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Kampala. C'est un peu comme se faire virer par email pendant ses vacances. Celui qui prend sa place est le brigadier Murtala Ramat Mohamed. Et là, attention, changement de style radical. Murtala, c'est l'homme pressé, l'homme d'action. Il arrive avec une énergie folle et une volonté de bousculer les choses. Son discours inaugural est direct, sans fioriture. Il annonce immédiatement que son administration ne tolérera pas l'indiscipline et lance une vaste purge dans la fonction publique visant la corruption et l'inefficacité. Murtala Mohamed devient rapidement très populaire. Les Nigérians voient en lui un leader dynamique, déterminé à redresser le pays. Il prend des décisions fortes, il annule le recensement controversé de 1973, il initie le processus de création d'une nouvelle capitale fédérale, Abuja, pour remplacer Lagos, jugée trop congestionnée et trop identifiée à une ethnie. Il fixe aussi un calendrier précis pour le retour au pouvoir civil, prévu pour octobre 1979. On sentait un vrai souffle nouveau, un espoir de changement profond. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres d'une pièce restée fermée trop longtemps. Mais hélas, ce vent de changement sera de courte durée. Le 13 février 1976, après seulement 200 jours au pouvoir, Murtala Mohamed est assassiné lors d'une tentative de coup d'État manquée menée par le lieutenant-colonel Bouka Soukadimka. Sa voiture est prise dans une embuscade, dans les embouteillages de Lagos. Sa mort choque profondément le pays. Il est aujourd'hui encore considéré par beaucoup comme un héros national, un homme qui, en très peu de temps, a montré une vision et une détermination rares. L'aéroport international de Lagos porte son nom en hommage à ce leader dont le destin a été tragiquement écourté. Son bref passage aura néanmoins marqué une rupture et tracé une voie. Chapter 5. Le général qui a tenu parole, première partie, Olusegun Obasanjo. Après l'assassinat brutal de Murtala Mohamed, c'est son second, le lieutenant-général Olusegun Obasanjo, qui prend la relève. Imaginez la pression. Votre chef, votre ami, vient d'être tué, le pays est sous le choc. Et c'est à vous de reprendre le flambeau et de maintenir le cap. Obasanjo, un Yoruba du sud-ouest, ingénieur de formation, n'était pas forcément destiné à ce rôle, mais il l'assume avec un sens du devoir remarquable. Il s'engage immédiatement à poursuivre la politique de son prédécesseur, notamment le programme de retour au pouvoir civil. Et ça, c'est un point crucial. Beaucoup de régimes militaires promettent de rendre le pouvoir aux civils, mais peu le font réellement dans les délais annoncés. Obasanjo, lui, va tenir parole. Son administration supervise l'élaboration d'une nouvelle constitution, inspirée du modèle présidentiel américain. Des partis politiques sont autorisés à se former, des élections sont organisées. C'est une période de transition délicate où il faut à la fois gérer les affaires courantes du pays, assurer la sécurité après la tentative de coup et préparer le terrain pour un changement de régime pacifique. Obasanjo navigue ces eaux complexes avec une certaine habileté. Il continue également certaines des réformes initiées par Murtala, notamment dans la fonction publique et dans la lutte contre la corruption, même si les résultats sont mitigés. Et donc, le 1er octobre 1979, comme promis, Olusegun Obasanjo remet le pouvoir à un président civil élu démocratiquement, Shehu Shagari. C'est un moment historique, non seulement pour le Nigeria, mais pour toute l'Afrique. Un chef d'État militaire qui cède volontairement le pouvoir à un civil, c'est assez rare pour être souligné. Obasanjo se retire alors dans sa ferme à Ota, devenant une sorte de sage, une figure respectée sur la scène internationale. Mais, comme on le verra plus tard, ce n'était pas la dernière fois que le Nigeria entendrait parler de lui. C'est un peu comme ces acteurs qui annoncent leur retraite et qui reviennent pour un dernier rôle plusieurs fois.
Chapter 6. L'interlude démocratique et ses turbulences. Shehu Shagari. Nous voilà donc en 1979 avec le retour tant attendu d'un gouvernement civil. Shehu Shagari, un ancien enseignant et homme politique du Nord, devient le premier président exécutif du Nigeria sous la nouvelle constitution de type américain. C'est la deuxième république. L'ambiance est à l'optimisme, même si les défis sont immenses. Le Nigeria est alors en plein boom pétrolier, les revenus coulent à flot. On parle de l'or noir et le pays a de grandes ambitions. Développement des infrastructures, éducation, santé. Shagari lance des projets ambitieux comme la construction de la nouvelle capitale, Abuja, et le programme Green Revolution pour stimuler l'agriculture. Cependant, la gestion de cette manne pétrolière va s'avérer compliquée. La corruption, qui n'avait jamais vraiment disparu, atteint des niveaux préoccupants. On parle de détournement massif de fonds publics. En parallèle, l'économie mondiale connaît un ralentissement, le prix du pétrole chute, et le Nigeria se retrouve soudainement avec moins de revenus que prévu, mais toujours autant de dépenses. Le gouvernement est contraint d'adopter des mesures d'austérité, ce qui provoque des tensions sociales. Les élections de 1983, qui reconduisent Shagari au pouvoir, sont entachées de fraudes massives et de violence, ce qui ébranle sérieusement la crédibilité du processus démocratique. Et ce qui devait arriver, arriva. Dans un pays avec une histoire récente de coups d'État, quand la situation économique se dégrade et que la légitimité politique est contestée, les militaires ne sont jamais très loin. Le 31 décembre 1983, alors que les Nigérians s'apprêtaient à fêter le Nouvel An, l'armée reprend le pouvoir. Le général Muhammadu Buhari renverse Shehu Shagari. Fin de la Deuxième République. C'est un peu comme si on avait espéré une longue et belle histoire d'amour avec la démocratie, mais qu'elle s'était terminée par une rupture brutale après seulement 4 ans. Une déception pour beaucoup, et le retour à une case que les Nigérians commençaient à bien connaître, le régime militaire. Alors, le rideau tombe sur la Deuxième République, et qui entre en scène? Le major général, Muhammadu Buhari. Un homme grand, austère, avec une réputation d'intégrité et de discipline. Si Shagari était le professeur aimable, Buhari, c'est le proviseur strict qui ne rigole pas avec le règlement. Son discours est clair, il est là pour mettre de l'ordre, lutter contre la corruption endémique qui a gangrené le régime précédent et redresser une économie en piteux état. Pour beaucoup de Nigérians, fatigués par les excès et l'inefficacité de l'administration Shagari, son arrivée est initialement perçue comme une nécessité, un mal nécessaire pour nettoyer les écuries d'Augias. Le régime de Buhari lance rapidement la fameuse War Against Indiscipline, la guerre contre l'indiscipline, une campagne qui visait à inculquer aux Nigérians le sens de l'ordre, de la ponctualité, de la propreté et même du nationalisme. On voyait des soldats forcer les gens à faire la queue aux arrêts de bus, à nettoyer les rues. C'était un peu Big Brother vous regarde et vous dit de jeter vos ordures à la poubelle. Si l'intention était louable, les méthodes étaient souvent perçues comme autoritaires et excessives. Des tribunaux militaires spéciaux sont mis en place pour juger les politiciens de l'ère Shagari accusés de corruption, avec des peines souvent très lourdes. Sur le plan économique, Buhari refuse de dévaluer le naira et d'accepter les conditions du FMI, ce qui isole un peu le Nigeria sur la scène financière internationale. Son régime est marqué par une grande rigueur, mais aussi par une répression certaine des libertés publiques et de la presse. Les critiques ne sont pas bienvenues, et comme c'est souvent le cas avec les régimes militaires qui durent, des tensions finissent par apparaître au sein même de l'armée. Après seulement 20 mois au pouvoir, en août 1985, Muhammadu Buhari est à son tour renversé par un coup d'État mené par son propre chef d'état-major de l'armée, le général Ibrahim Babangida. C'est le jeu des chaises musicales.
version militaire. Après le coup d'État contre Buhari, c'est donc le général Ibrahim Badamasi Babangida, souvent surnommé IBB ou même Maradona pour son habileté politique et sa capacité à dribbler ses adversaires, qui prend les commandes. Babangida arrive avec un sourire, un style plus décontracté que son prédécesseur, et une promesse de respect des droits de l'homme. Il abroge certains des décrets les plus répressifs de Buhari et libère des prisonniers politiques. Ça commence plutôt bien, non? On se dit « Ah, peut-être que celui-ci sera différent ». Il lance un grand débat national sur l'avenir politique du Nigeria et promet, lui aussi, un retour au pouvoir civil. Sur le plan économique, Babangida adopte le fameux Programme d'ajustement structurel, PAS, sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale. Dévaluation du Naira, privatisation des entreprises publiques, suppression des subventions, des mesures souvent douloureuses pour la population qui voit son pouvoir d'achat diminuer considérablement. Le PAS a eu des conséquences sociales très dures, avec des grèves et des manifestations. C'est un peu comme prendre un médicament très amer en espérant qu'il vous guérira, mais en attendant, vous souffrez des effets secondaires. Babangida a aussi créé de nouvelles institutions, comme la Commission électorale nationale, et a supervisé la construction de la nouvelle capitale, Abuja, où il a déménagé la présidence en 1991. Mais là où Babangida est entré dans l'histoire, et pas forcément pour les bonnes raisons, c'est avec son programme de transition vers la démocratie qui a duré des années et des années, avec des reports successifs, des interdictions de politiciens, la création de 2 partis politiques par l'État lui-même, c'était un feuilleton interminable. Et le point culminant, ou plutôt le point de rupture, c'est l'annulation des élections présidentielles du 12 juin 1993, largement considérées comme les plus libres et les plus justes de l'histoire du Nigeria, et qui étaient sur le point d'être remportées par Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola. Cette annulation a plongé le pays dans une crise politique majeure et a terni durablement l'image de Babangida. Le Maradona avait dribblé une fois de trop. Suite à l'onde de choc provoquée par l'annulation des élections de juin 1993, la pression sur Ibrahim Babangida devient intenable, tant au niveau national qu'international. Il est acculé. Alors, pour tenter de calmer le jeu, il démissionne, ou plutôt il se retire, en août 1993. Mais au lieu de remettre le pouvoir au vainqueur présumé des élections, MKO Abiola, il met en place un gouvernement national intérimaire, GNI. Et qui choisit-on pour diriger ce gouvernement un peu bancal? Ernest Shonekan, un homme d'affaires respecté, ancien dirigeant de la multinationale UAC. Un civil donc, ce qui pouvait sembler être un pas dans la bonne direction. Shonekan se retrouve donc à la tête d'un pays en pleine ébullition. Les partisans d'Abiola crient au vol, des grèves paralysent l'économie, notamment dans le sud-ouest bastion d'Abiola. La légitimité de son gouvernement est quasi inexistante. C'est un peu comme être nommé capitaine d'un navire en pleine tempête, alors que l'équipage réclame un autre capitaine et que le navire prend l'eau de toutes parts. Shonekan essaie de maintenir le cap, il promet d'organiser de nouvelles élections, il tente de rassurer les marchés financiers, mais il n'a pas vraiment les coudées franches. Le véritable pouvoir semble toujours être entre les mains des militaires en coulisses. Et sans surprise, cet intermède civil ne va pas durer longtemps. Le gouvernement national intérimaire est perçu par beaucoup comme une manœuvre dilatoire, une façade pour permettre à l'armée de garder le contrôle. Après seulement 82 jours au pouvoir, à peine 3 mois, c'est plus court qu'une saison de série télé. Ernest Shonekan est contraint à la démission, le 17 novembre 1993. Par qui? Par le ministre de la Défense de son propre gouvernement, le général Sani Abacha. Le même Abacha qui était resté une figure clé de l'ombre sous Babangida. Le retour à un régime militaire pur et dur était consommé. Pauvre Shonekan, il n'aura été qu'une parenthèse bien vite refermée. Et là, mes amis, on entre dans une des périodes les plus sombres de l'histoire récente du Nigeria.
Avec l'arrivée au pouvoir du général Sani Abacha en novembre 1993, le pays bascule dans un régime militaire particulièrement autoritaire et répressif. Si Babangida était le Maradona du dribble politique, Abacha, c'était plutôt le défenseur central rugueux qui ne fait pas dans la dentelle, celui qui distribue les tacles à la gorge. Il dissout toutes les institutions démocratiques élues, interdit les partis politiques et met en place un conseil de gouvernement provisoire entièrement composé de militaires ou de civils à sa solde. Fini de jouer. Le régime d'Abacha est marqué par des violations massives des droits de l'homme. Les opposants politiques, les journalistes critiques, les militants des droits civiques sont harcelés, emprisonnés, voire pire. L'affaire la plus tristement célèbre est l'exécution en 1995 de l'écrivain et militant écologiste Ken Saro-Wiwa et de 8 autres leaders Ogoni, malgré les protestations internationales. Cet acte a conduit à la suspension du Nigeria du Commonwealth. MKO Abiola, le vainqueur présumé des élections de 1993, qui s'était autoproclamé président, est arrêté et emprisonné. Il mourra en détention en 1998, peu de temps après la mort d'Abacha lui-même. Sur le plan économique, malgré les sanctions internationales, le régime d'Abacha est aussi tristement célèbre pour une corruption à une échelle quasi-industrielle. On parle de milliards de dollars détournés des caisses de l'État et planqués dans des comptes à l'étranger. Des sommes colossales qui auraient pu servir au développement du pays. Abacha, avec ses lunettes noires fumées qu'il ne quittait presque jamais, devient le symbole d'une dictature brutale et kleptocrate. Son règne prend fin de manière soudaine. Il meurt le 8 juin 1998. Officiellement d'une crise cardiaque, même si les rumeurs les plus folles ont circulé sur les causes de sa mort, une fin qui, pour beaucoup de Nigérians, a été vécue comme une libération. Après la mort soudaine et, disons-le, providentielle pour beaucoup, de Sani Abacha, un grand vide se crée. Qui va prendre la suite? Le Nigeria retient son souffle. C'est alors qu'émerge une figure relativement discrète de l'establishment militaire. Le général Abdul Salami Abubakar, alors chef d'état-major de la défense. Il est rapidement désigné par le Conseil de gouvernement provisoire pour succéder à Abacha. Et là, surprise, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs militaires, Abubakar ne semble pas avoir l'intention de s'accrocher au pouvoir. C'est un peu comme si, après un long hiver glacial, on sentait enfin les premiers rayons du soleil printanier. Dès sa prise de fonction, Abubakar annonce un programme de transition rapide vers un régime civil démocratique. Et il ne traîne pas, il libère de nombreux prisonniers politiques, y compris Olusegun Obasanjo, qui avait été emprisonné par Abacha sous de fausses accusations de complot. Il met en place une nouvelle commission électorale nationale indépendante, INEC, et publie un calendrier électoral serré avec des élections locales, législatives et présidentielles prévues en quelques mois. C'est un rythme effréné, mais qui montre une réelle volonté d'en finir avec les années de dictature. Et, chose promise, chose due. Abdul Salami Abubakar tient parole. En moins d'un an, le processus de transition est mené à son terme. Des élections ont lieu, une nouvelle constitution est promulguée, celle de 1999, qui est toujours en vigueur aujourd'hui avec des amendements, et le 29 mai 1999, le général Abdul Salami Abubakar remet le pouvoir à un président civil fraîchement élu, Olusegun Obasanjo. Oui, le même Obasanjo qui avait déjà dirigé le pays en tant que militaire et qui avait organisé la transition de 1979. Le retour du revenant. Abubakar, lui, se retire discrètement, laissant derrière lui l'image d'un homme d'État qui a su saisir un moment historique pour ramener le Nigeria sur la voie de la démocratie. Un rôle court, mais absolument crucial. Et voilà le grand retour. Olusegun Obasanjo, l'ancien général qui avait rendu le pouvoir aux civils en 1979, qui avait croupi dans les geôles d'Abacha,
revient sur le devant de la scène, mais cette fois-ci par la grande porte de la démocratie. Élu président en février 1999, il incarne pour beaucoup l'espoir d'une nouvelle ère pour le Nigeria, la 4e République. C'est un peu comme ces chanteurs qui font un comeback après des années d'absence et qui sortent un album qui cartonne. Obasanjo arrive avec une légitimité populaire et une expérience certaine du pouvoir, même si c'était sous un autre costume. Son programme est ambitieux: restaurer la crédibilité internationale du Nigeria, lutter contre la corruption. Un comble, diront certains, mais c'était son cheval de bataille affiché: réformer l'économie et consolider les institutions démocratiques encore fragiles. Il lance des agences comme l'EFCC, Economic and Financial Crimes Commission, pour traquer les corrompus. Il obtient aussi l'annulation d'une grande partie de la dette extérieure du Nigeria, ce qui est un succès majeur. Mais son mandat n'est pas un long fleuve tranquille. Il doit faire face à des tensions ethniques et religieuses, à des violences dans le delta du Niger et à une opposition politique parfois virulente. Obasanjo est réélu pour un second mandat en 2003, des élections qui, comme souvent au Nigeria, sont contestées par l'opposition. Vers la fin de son second mandat, une controverse éclate autour d'une tentative présumée de modifier la Constitution pour lui permettre de briguer un 3e mandat, le fameux Third Term Agenda. Cela a provoqué un tollé général et a finalement échoué, mais ça a un peu terni son image de démocrate. Néanmoins, en 2007, il quitte le pouvoir après avoir supervisé les premières élections, marquant une transition d'un président civil à un autre, même si celles-ci ont été fortement critiquées pour leurs irrégularités. Obasanjo reste une figure incontournable et souvent controversée de la politique nigériane, un homme au destin décidément hors du commun. Après les 2 mandats d'Obasanjo, c'est Umaru Musa Yar'Adua qui est élu président en 2007. Ancien gouverneur de l'État de Katsina, il était le candidat choisi par Obasanjo et le parti au pouvoir, le PDP. Yar'Adua est perçu comme un homme intègre, discret, presque l'anti-Obasanjo en termes de personnalité. Il arrive au pouvoir en reconnaissant lui-même que les élections qui l'ont porté à la présidence étaient entachées d'irrégularités, ce qui est une démarche assez rare et honnête pour être soulignée. Il promet de respecter la rule of law, l'état de droit, et de s'attaquer aux problèmes de fond du pays. Son administration lance un agenda en 7 points, axé sur le développement énergétique, la sécurité alimentaire, la création de richesses, l'éducation, la sécurité et la réforme agraire. L'un de ses succès notables est le programme d'amnistie pour les militants du delta du Niger, qui avait permis de réduire considérablement les violences et les sabotages d'installations pétrolières dans cette région cruciale pour l'économie nigériane. C'était une avancée significative. Yar'Adua cultivait une image de leader calme et réfléchi, cherchant le consensus. Beaucoup plaçaient en lui l'espoir d'une gouvernance plus apaisée et plus juste. Malheureusement, la santé fragile d'Umaru Musa Yar'Adua va rapidement devenir un sujet de préoccupation majeure. Il souffrait de problèmes rénaux et d'une maladie cardiaque. Ses absences répétées pour raisons médicales, notamment un long séjour en Arabie Saoudite pour y être soigné, finissent par créer un vide au sommet de l'État et une crise constitutionnelle. Pendant des mois, le pays est dans l'incertitude. Finalement, le Parlement vote pour que le vice-président Goodluck Jonathan assure l'intérim. Umaru Musa Yar'Adua décède le 5 mai 2010 sans avoir pu mener à terme son mandat et ses ambitions pour le Nigeria. Une fin tragique pour un homme qui incarnait un certain espoir de changement en douceur. Chapter 14, de la chance au destin, Goodluck Jonathan, l'homme inattendu. Avec le décès d'Umaru Musa Yar'Adua, c'est son vice-président, Goodluck Ebele Jonathan, qui, conformément à la Constitution, devient président, un nom prédestiné, n'est-ce pas? Bonne chance. Et il en a eu de la chance pour arriver là.
Ancien zoologiste, gouverneur de l'État de Bayelsa, il n'était pas forcément programmé pour les plus hautes fonctions. Son ascension est assez fulgurante. Il prête donc serment en mai 2010 pour terminer le mandat de Yar'Adua, devenant ainsi le premier président nigérian originaire de la région du delta du Niger, une région productrice de pétrole mais souvent marginalisée. Goodluck Jonathan se présente ensuite aux élections présidentielles de 2011 et les remporte, cette fois, en son nom propre. Son mandat est marqué par une certaine croissance économique, grâce notamment au prix élevé du pétrole à l'époque. Il lance des réformes dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, avec le programme Agricultural Transformation Agenda, et tente de s'attaquer à la corruption. Cependant, son administration est aussi confrontée à d'énormes défis. Le plus marquant est sans doute la montée en puissance de l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du pays, avec des attentats terroristes de plus en plus fréquents et meurtriers, et l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014 qui a ému le monde entier. La gestion de la crise sécuritaire liée à Boko Haram a été largement critiquée, tout comme la persistance d'une corruption perçue comme endémique. En 2012, sa décision de supprimer les subventions sur les carburants provoque des manifestations massives, le mouvement Occupy Nigeria. Malgré ces difficultés, Goodluck Jonathan restera dans l'histoire pour une chose. En 2015, après avoir perdu l'élection présidentielle face à Muhammadu Buhari, il concède sa défaite avant même la proclamation des résultats finaux, appelant son adversaire pour le féliciter. Un geste salué unanimement au Nigeria et à l'international qui a permis une transition pacifique et a renforcé la démocratie nigériane. Un acte de grande classe, il faut le reconnaître. Chapter 15. Le retour du général. Version civile. Acte 2. Muhammadu Buhari, l'élu. Et nous revoilà avec une figure bien connue, Muhammadu Buhari, mais cette fois pas en uniforme kaki et lunettes de soleil de général putschiste. Non, cette fois c'est Muhammadu Buhari, le civil, le candidat démocratiquement élu, après 3 tentatives infructueuses en 2003, 2007 et 2011. Il remporte enfin l'élection présidentielle de 2015 à la tête d'une coalition de partis d'opposition, l'APC, All Progressive Congress. C'est un moment historique. Pour la première fois au Nigeria, un président sortant est battu aux urnes et cède le pouvoir pacifiquement. Buhari, l'ancien homme fort des années 80, revient donc au pouvoir, mais cette fois avec la légitimité des urnes. Son programme s'articulait autour de 3 axes principaux: la lutte contre la corruption, l'amélioration de la sécurité, notamment face à Boko Haram, et la relance de l'économie. Dès son arrivée, il lance des initiatives pour récupérer les fonds détournés et poursuivre les responsables de corruption. Sur le plan sécuritaire, l'armée nigériane enregistre des succès contre Boko Haram, reprenant des territoires que le groupe contrôlait. Cependant, l'insécurité prendra d'autres formes, avec la multiplication des enlèvements contre rançon et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Buhari est réélu pour un second mandat en 2019. Ses 8 années au pouvoir, de 2015 à 2023, ont été marquées par des défis économiques importants, notamment plusieurs récessions, une forte inflation et une augmentation de la dette publique. Malgré des investissements dans les infrastructures, le bilan économique reste mitigé pour beaucoup de Nigérians. Son style de gouvernance, parfois perçu comme distant et lent à réagir, a aussi fait l'objet de critiques. Néanmoins, il a mené son second mandat à son terme et a supervisé une nouvelle transition démocratique en 2023, quittant le pouvoir comme prévu par la Constitution. Un parcours pour le moins singulier de chef militaire à président civil élu 2 fois. Chapter 16. Le City Boy aux commandes Bola Ahmed Tinubu, le nouveau stratège. Et nous arrivons à l'heure actuelle, ou presque. Après les 2 mandats de Muhammadu Buhari, les élections générales de février 2023 ont porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu.
Un nom qui résonne fort dans la politique nigériane depuis des décennies. Ancien gouverneur de l'État de Lagos de 1999 à 2007, il est souvent surnommé le Jagaban ou le City Boy, en référence à son influence politique et à son rôle dans la transformation de Lagos, la capitale économique du pays. Tinubu est un stratège politique redoutable, l'un des principaux architectes de la coalition APC qui a porté Buhari au pouvoir en 2015. Cette fois, c'était son tour, sous le slogan Emilokan, qui signifie « C'est mon tour » en Yoruba. L'élection de 2023 a été très disputée, avec l'émergence d'un troisième candidat fort, Peter Obi, qui a galvanisé une partie de la jeunesse. Les résultats ont été contestés par les principaux partis d'opposition, mais la victoire de Tinubu a finalement été confirmée par les tribunaux. Dès son investiture le 29 mai 2023, le président Tinubu a pris des décisions économiques audacieuses et controversées, notamment la suppression immédiate des subventions sur les carburants et la libéralisation du taux de change du Naira. Des mesures chocs destinées, selon lui, à assainir les finances publiques et à attirer les investissements, mais qui ont eu un impact immédiat et brutal sur le coût de la vie pour la majorité des Nigérians. Le début de son mandat est donc marqué par ces réformes économiques d'envergure, dont les effets à long terme restent à évaluer. Il a également promis de s'attaquer aux problèmes d'insécurité persistants et de créer des emplois pour la jeunesse. L'administration Tinubu est encore à ses débuts, et il est trop tôt pour dresser un bilan. Mais une chose est sûre, avec un personnage aussi expérimenté et déterminé aux commandes, la politique nigériane ne risque pas d'être ennuyeuse. Le Nigeria continue son chemin, avec ses défis immenses et ses opportunités tout aussi grandes, et le monde observe attentivement la direction que prendra le géant africain sous son nouveau leader. Outre un voyage sans fin, le leadership nigérian est l'avenir, et voilà, quel voyage, n'est-ce pas? De Nnamdi Azikiwe à Bola Ahmed Tinubu, nous avons traversé plus de 60 ans d'histoire nigérienne, une histoire riche, complexe, parfois douloureuse, mais toujours fascinante. On a vu des pères fondateurs, des généraux en kaki, des démocrates élus, des transitions pacifiques et des ruptures brutales. Chaque leader, avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs, a contribué à façonner le Nigeria d'aujourd'hui. C'est une mosaïque complexe, un peu comme essayer de comprendre toutes les règles du cricket en une seule après-midi. C'est possible, mais ça demande de la concentration. Ce qui est clair, c'est que le Nigeria est un pays d'une résilience incroyable. Malgré les coups d'État, les guerres civiles, la corruption, les défis économiques, le peuple nigérian continue d'aller de l'avant avec une énergie et une créativité qui forcent l'admiration. L'histoire de ses dirigeants est aussi l'histoire de cette résilience, de cette quête constante d'un avenir meilleur. Et cette quête est loin d'être terminée. Le leadership reste un enjeu crucial pour le développement et la stabilité du pays. Merci d'avoir regardé notre récapitulatif des présidents et chefs d'État du Nigeria. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu historique et informatif, car l'histoire, comme on l'a vu, n'est jamais vraiment finie. Elle continue de s'écrire chaque jour. Et comprendre le passé, c'est peut-être la meilleure façon de naviguer le présent et d'anticiper l'avenir. Alors, restez curieux, continuez à apprendre, et à la prochaine pour une autre exploration passionnante.